Bonjour, aujourd'hui je propose une 6e transversale. Donc le cadre de notre travail c'est remettre en question, et dans remettre en question aussi je veux remettre à l'endroit, c'est ce que nous allons faire là aujourd'hui, et ensuite remettre au cœur, c'est ce sur quoi j'insiste. Ce cadre importe parce que c'est celui qui va nous permettre de jouer avec les mots, de les regarder à la loupe. Et là, mon projet pour cette transversale, c'est de faire un puzzle. C'est-à-dire, c'est le principe de la transversale. C'est-à-dire que je ne pars pas d'un concept en le développant, je fais une sorte de cocktail entre plusieurs concepts, plusieurs idées, plusieurs prises de conscience pour nous permettre de créer quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Voilà. L'objectif c'est de renouveler notre regard, notre sens critique et de majorer bien sûr encore une fois et développer notre capacité de discernement. L'objectif il est donc toujours quelque chose qui a à voir avec la santé, l'énergie, le mouvement. Je laisse donc au magazine et à d'autres personnes le souci de la priorité d'être heureux. Ce n'est pas la mienne. Pour la mienne c'est être vivant ou être vivante. Pour cette démarche, pour relever ce défi d'une vie coûte que coûte, ça m'importe toujours et ça reste un fil rouge dans tout mon travail, c'est comment accueillir le désordre dans ma vie, autour de moi, dans mes relations, et comment puis-je développer cette sécurité intérieure, cette confiance aussi dans la vie et en moi pour accueillir ce désordre. Sans quoi, si je ne suis pas capable de l'accueillir, le risque c'est de tomber dans manque d'énergie, dépression, ennui et quelque chose qui aurait à voir avec un déficit de ce désir et de cette vitalité. Ça, c'est ce qui m'importe. Donc, le projet plus spécifique de cette 6e transversale, que j'ai peut-être un peu de mal à baptiser, j'avais pensé à 9 gros mots à réhabiliter. Je dirais ces mots qui ont mauvaise réputation. Alors, je les oppose évidemment à ces mots qui ont bonne réputation, mais que je dirais des mots ventriloques, c'est-à-dire qu'il y a un poison dans ces mots dont je parle partout, j'en parle dans les 22 mauvaises herbes, j'en parle dans l'abécédaire, j'en parle quasiment dans tout mon travail et notamment dans les conférences. Ces mots ventriloques, ils ont la spécificité d'être un poison sucré, sucrailleux, avec lequel ce poison nous sommes familiarisés depuis notre premier biberon, des croyances, des illusions, etc. Et vous m'entendez souvent parler, il y a obéir, il y a comprendre, il y a fatigue, il y a j'ai pas envie, il y en a beaucoup d'autres comme ça, dont j'aime redire combien ils sont potentiellement des attaques à notre intégrité et à notre capacité de réflexion. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais toujours. Aujourd'hui, je veux mettre le spot sur ces mots qui sont, au contraire, au-delà de la mauvaise réputation, qui sont des sources de vitalité, qui sont des sources de bonne santé, en fait. Et donc, je me disais que dans ces mots, dans un registre, par exemple, médical, pour notre santé physiologique, j'aime bien qu'il y ait une réhabilitation de la fièvre, par exemple. D'une fatigue du bûcheron, qui n'est pas celle de la dépression. La fièvre, elle a une fonction. C'est désagréable, ça prend du temps, ça nous empêche d'aller partir en vacances ou d'autres choses, mais elle a une fonction par rapport au désordre qui existe à ce moment-là dans notre organisme et qui met en difficulté notre système immunitaire. Donc il y aurait d'autres exemples comme ça. Réhabilitons l'erreur, réhabilitons donc les troubles, la dépendance, mais ça je vais en parler tout à l'heure. Mais déjà, dans le quotidien, voyons combien nous avons intérêt à faire un petit pas en arrière et à regarder ce qui nous embête, comme ça, ce qui nous trouble, ce qui nous casse les pieds, avec un regard neuf, un regard plus intéressant, parce que ça réhabilite réellement l'acné et tous les symptômes dont je vais reparler. Voilà, donc avant de parler de ces 9 mots, donc ces gros mots là, je veux bien redire aussi que cette réflexion, elle est toujours avec un fond qui est les 4 recommandations sur lesquelles je reviens, toujours nous interroger sur ce désordre qui est supposé provoquer de la colère, alors que derrière cette colère, je vois toujours de la peur, une inquiétude.
Il y a bien sûr toujours le rappel de la double permission, surtout avec le premier des mots qui est impatience et le dernier qui est mentir. Il y a une progression sur laquelle je vais revenir évidemment de façon plus explicite. Il y a toujours quelque chose du prix à payer sur lequel je reviens continuellement. Et bien sûr, sur chacun de ces concepts, sur chacune de ces réflexions, je nous invite à voir en quoi ça dit le chemin de croissance, une étape vers plus de sécurité, plus de responsabilité, et bien sûr toujours avec mon trio, responsabilisation, intelligence d'adaptation et satisfaction. Satisfaction que j'oppose toujours à être heureux, évidemment. Voilà mes 4 rappels. Alors, quand je parle des gros mots à réhabiliter, j'étais classée par 3. Le premier trio, ce sera lorsque la tension en nous est plus forte, plus forte que l'harmonie tant espérée. C'est quand il y a plus de bazar que quelque chose de délicieux et de printanier. Voilà. Et donc, les 3 mots que je donne, il y a d'abord l'impatience, ensuite la crise, ensuite le conflit. Vous voyez bien, je reviens à ces épisodes qui ne sont pas forcément graves, mais qui nous empêchent d'être juste comme en train de rêver à une vie qui ne serait que douce et tranquille, etc. Alors, l'impatience, bien sûr, avec la double permission, je le redis, elle suppose de la voir, cette impatience, comme un outil. Donc d'un côté, il y aurait la patience et de l'autre côté, l'impatience. Dans les 2 cas, elles sont un outil dans notre vie. Dans certains cas, c'est bien d'être capable de supporter la tension et d'attendre peut-être une accalmie ou de meilleures conditions pour traiter quelque chose. Mais dans beaucoup de cas, et je tiens vraiment à mettre du stabilo sur ce point, c'est important de pouvoir accueillir notre impatience, avec aussi le prix à payer, avec aussi la réactivité, prendre des responsabilités, ne pas tolérer, ne pas croire non plus que les autres vont nous sauver d'une intervention qui suppose du courage, par exemple. Alors, j'aime bien reconnaître dans ce thème, qui m'est très cher évidemment, que la patience, ce serait la vertu des personnes qui ont le temps. Et j'aime bien rajouter, en signant cette deuxième partie, et l'impatience, c'est le meilleur choix possible pour les personnes qui se savent mortelles. Et que le temps, là, il existe, mais il n'est pas non plus infini. Et j'ai à occuper ce siècle de vie avec cette capacité aussi à remettre des choses en question, à faire du bazar, à renverser la table et à faire preuve de cette saine réactivité. Le deuxième mot, évidemment, c'est celui de la crise. Et elle me permet juste de bien distinguer encore ce qui est désagréable de ce qui est destructeur. La crise, si elle n'est pas accompagnée avec des personnes témoins, avec la capacité de pouvoir dire maman bobo, ou bien j'ai peur, ou bien j'ai mal, à ce moment-là, effectivement, il y a le ver dans le fruit d'une potentielle destruction. C'est-à-dire qu'il y a la solitude, il y a ce retour en arrière, et c'est le contraire de la crise, qui est une expérience, encore une fois, désagréable, une expérience qui est partir de l'ordre, traverser le désordre et espérer avoir un ordre autre, différent, qui est une étape de croissance. Et donc la crise, elle est à voir comme une expérience à vivre et non pas comme un mode de vie, comme un mécanisme de structuration et d'organisation de notre vie. Nous savons bien reconnaître, plutôt chez les autres, c'est plus facile que chez soi, cette propension quelquefois à être dans la majoration du stress pour passer d'une crise à une autre. Non, je parle d'une crise qui est une épreuve avec un début et avec une fin. Ce n'est pas un mode de vie. Le troisième mot, c'est celui de conflit. Alors évidemment, ça, j'ai souvent l'occasion d'en parler. Là aussi, je fais la distinction entre un conflit qui est une étape, une épreuve, une expérience, et une relation conflictuelle, qui dirait que l'organisation de la relation serait aussi à base de ces moments de tension qui visent quelquefois évidemment à une telle densité que ça pourrait nous faire basculer dans quelque chose qui serait irrespectueux, qui serait la violence par exemple, dont je vais reparler tout à l'heure. Donc, le conflit, ce n'est pas l'hostilité, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le rejet. Voilà. Le conflit, ça suppose aussi que je sois capable d'identifier un objet qui fait tirage, que je sois capable aussi de contester un comportement,
une attitude, un mot, sans jamais me donner effectivement le luxe très suspect et malheureusement très modélisé dans notre culture, de rejeter la personne avec laquelle je suis en conflit. À partir du moment où je fais bien cette distinction entre ce qui se passe, les mots, la situation, donc objet du conflit et la personne, je peux à ce moment-là vraiment explorer la vitalité du conflit. Le conflit, je le dis et je le redis, même si c'est un petit peu peut-être délicat à le croire dans notre culture qui n'en fait pas l'expérience, c'est un moment d'intimité, c'est un moment qui fait peur, etc., mais qui est un moment de restauration de la relation si elle a été abîmée ou cassée, c'est un moment de nourriture de cette relation. Donc, voyons comment nous pouvons nous donner la permission de vivre les conflits avec les quelques règles qui sont élémentaires et donc j'aime bien en faire l'objet d'un atelier pour nous entraîner en toute sécurité. Voilà pour cette première étape dont je dis bien tension plutôt qu'harmonie. J'ai aussi trouvé intéressant de voir dans ces trois premiers quelque chose qui nous renvoyait à une source de poison qui sont les injonctions. C'est-à-dire que cette tension qui s'oppose à l'harmonie viendrait du moment où nous aurions n'existe pas, ne fais pas de bruit, ne te fais pas remarquer, ne crie pas, etc. Toutes ces injonctions qui sont au contraire, évidemment, de ce dont nous avons besoin pour exister, tout étant dans le respect des personnes et des codes, mais dans la permission d'une forme d'authenticité, de vérité et de spontanéité. Et je voyais que ces injonctions, elles sont soit compensées par des messages, soit au contraire majorées. Alors, l'injonction, elle est toujours négative, c'est donc ne fais pas de bruit. Et le message qui pourrait encore le confirmer, c'est sois sage, sois obéissant, sois gentil, prête tes affaires. Voilà. Et donc, c'est ça que nous avons à remettre en question. C'est qu'en est-il de ce fond d'écran, donc, de messages, permission, interdiction ou messages paradoxal, etc., qui viennent nous faire sentir, enfants, et puis ensuite adultes, la capacité de notre entourage à supporter la tension, ou si nous serions condamnés à être dans un modèle de conformité ou quelquefois de suradaptation pour permettre à chacun de vérifier donc l'harmonie qui serait à ce moment-là un souhait. Ça peut être un désir, l'harmonie, mais c'est certainement pas un besoin. Voilà pour cette première tranche. Le deuxième trio, qui est celui donc de la suspicion plutôt que la confiance. Alors, je verrai ça plutôt dans l'éducation des enfants un peu plus tard, au moment de l'adolescence. Et c'est le moment où quelque chose cloche, quelque chose n'est pas aussi doux à regarder. Et la photo n'est plus la belle photo du premier âge. La photo, c'est celle où nous commençons à voir, donc ce que j'ai trouvé comme les trois mots. La première chose, ça sera j'ai mis les symptômes. Ensuite, je mets les dépendances et je vais mettre un troisième mot qui sera celui de la frustration. Je vais expliquer tout ça. Donc, alors que j'avais les injonctions et les messages, là, je vais avoir à réfléchir à ce qu'on appelle les drivers. Même si vous n'êtes pas familiarisé avec l'analyse transactionnelle, c'est un concept qui est assez simple à dire, c'est-à-dire les messages que nous avons intériorisés pour en faire des moteurs pour notre vie. Alors, il y a, je ne vais pas les développer, mais je vais au moins les rappeler, il y a sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais attention, dépêche-toi et sois conforme. On voit bien déjà que les enfants, mais les enfants de 0 à 99 ans, entendent que pour être tolérés quelquefois, acceptés, aimés, admirés, approuvés, ils auraient besoin de se conformer à ces drivers. Je regrette que dans les livres d'analyse transactionnelle, on parle des drivers comme quelque chose de négatif, alors que ce sont d'abord des permissions. Mais faute avoir la double permission, faute avoir la permission du contraire, c'est devenu, ou c'est incrusté en nous, plutôt comme des limites, comme des interdits, que comme des permissions. Voyons bien là la priorité de reconnaître la double permission dans ces drivers. Voilà, donc quand la suspicion est supérieure à la confiance, c'est-à-dire que quand je vois mon élève, mon ado, mon petit-fils, évidemment, être dans des symptômes, alors à ce moment-là, je rêverais d'une baguette magique qui permettrait d'être dans la confiance uniquement, même si les symptômes peuvent être inquiétants. Alors, on a bien sûr tout ce qui se passe avec les bébés déjà, avec l'énurésie,
avec l'insomnie, avec quelque chose d'un petit peu plus inquiétant, l'anorexie anaclitique, etc., ou la dépression anaclitique. Tout ça, bien sûr, ce sont des symptômes. D'où l'intérêt de réhabiliter ce mot symptôme. Alors, je vais commencer d'abord par le premier, qui est celui du désordre alors physiologique, mais ensuite il y a le désordre plutôt psychologique, ça peut être le début d'une dépression. Comment pouvons-nous accueillir ces signes de désordre, là encore quand le désordre est supérieur à l'ordre, comment pouvons-nous voir que quelque chose cloche sans le dramatiser et sans le nier non plus, juste en étant dans l'accueil que le symptôme d'abord n'a pas à être gommé, effacé, traité avec de la chimie forcément, alors que la chimie a sa place évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais évitons d'utiliser la chimie comme une sorte de grande gomme qui permettrait de revenir à la belle image de l'enfant souriant et de faire l'économie de l'adolescent en crise avec tout ce que ça suppose effectivement de troublant pour nous en tant qu'éducateurs, parents, etc. Donc le symptôme à être accueilli, auquel donner du sens, auquel, plutôt le voir comme une porte qui s'ouvre sur quelque chose dont nous n'avons pas la responsabilité de le traiter, mais dont nous avons à accompagner celui qui en souffre dans ces traitements. Nous avons à lui permettre de prendre la responsabilité de ce message qu'il ne sait pas encore lire tout seul, mais dont il a à trouver lui-même les clés pour gagner en confiance, pour restaurer son minimum d'estime de soi et pour retrouver quelque chose d'un désir de vie qui lui permettra effectivement ensuite de braver les ennuis, les soucis, les mauvaises notes et tout ça et tout ça. Donc le symptôme comme quelque chose qui dit je suis dans mon corps et dans ma tête et dans mon comportement en capacité de manifester que quelque chose ne me respecte pas dans mon intégrité, dans mes besoins, etc. Donc, symptômes, bienvenue à certaines conditions. Le deuxième mot, mais qui répond un peu au même cahier des charges, c'est celui des dépendances. Évidemment, je ne suis jamais intéressée par l'objet de la dépendance, que ce soit tricot, coke, etc. Ça, ce n'est pas mon affaire. Ça peut être l'affaire sans doute de spécialistes d'addictologie, mais c'est pas... Moi, la dépendance me permet déjà d'être plutôt dans une autre lecture. À qui est-ce que je suis dépendante et ou à quoi, mais surtout, en quoi la dépendance, quels qu'en soient les objets, je redis bien, en quoi la dépendance m'interroge-t-elle sur la rupture de confiance, la rupture d'attachement, la rupture d'appartenance. C'est-à-dire que j'étais à la naissance, je l'espère, dans un processus d'intériorisation de la sécurité. Ça voulait passer par le pot à pot, ça passait par la permanence des personnes autour de moi, etc. Donc, il y avait, idéalement, un cadre qui me permettait petit à petit, évidemment, de sentir quelque chose de mon individualité, de mes ressources et de mon désir aussi d'explorer le monde. Et si aujourd'hui je constate chez moi ou chez les autres, chez tout le monde d'ailleurs, bien sûr, j'ai oublié de dire ça, il n'y a pas de personne qui soit dispensée de cette expérience, mais si je la distingue, elle m'intéresse sur en quoi, non pas est-ce que quelque chose s'est cassé autrefois, en quoi aujourd'hui ai-je besoin de restaurer quelque chose qui me remette sur ce cycle de vie avec de l'attachement, de la confiance, la capacité à vivre des ruptures et des séparations. En quoi est-ce que j'ai besoin aussi d'appartenir comme autant à des groupes qui sont autant de sources à ce moment-là pour moi de confiance et de permission aussi de trouver ma place, ma légitimité, ma parole, ma valeur dans le monde et dans la vie grâce au groupe. Et voilà, donc c'est vraiment avoir comme autre chose qu'une tâche dans le cahier de l'écolier, avoir comme autant d'opportunités de nous interroger sur notre vie, notre vitalité et donc notre capacité à traverser la vie avec les aléas, les frustrations et même les traumatismes, bien sûr. Et puis le troisième de ce gang-là, j'ai mis frustration, ce qui peut étonner. La frustration, elle est ce mot tellement important pour moi qui me rappelle, qui me permet de rappeler la distinction à faire avec la privation. Or, si je l'introduis ici, c'est parce que ça concerne aussi notre relation d'adulte
avec les enfants et les ados, dans la mesure où, après toutes ces décennies de violence, de privation, va-t'en ta chambre, etc., c'est comme si les adultes, nous avions peur de priver, enfin pas seulement de priver justement, mais de frustrer les enfants et les ados. Non, non. C'est-à-dire faisons bien la distinction entre la maltraitance du côté du besoin qui provoque la privation, qui est peu ou prou toujours délétère, et notre difficulté, notre paresse ou notre frilosité à reconnaître un désir qu'il serait nécessaire de frustrer, et à ce moment-là, nous nous permettons, nous, de voir l'autre comme susceptible de vivre la frustration comme une étape de croissance et pas comme une privation de quelque chose qui serait bon. Donc vraiment, frustration n'est pas privation. Je le dis souvent, mais je suis très en colère contre cette nouvelle culture pédagogique ou cette nouvelle façon de considérer les enfants comme si a priori nous ne les voyions pas susceptibles de vivre finalement la frustration, de pleurer, d'être en colère, etc. et que nous serions dans une sorte de gavage ou de paresse pédagogique qui viserait à les priver ensuite de ce dont ils ont tellement besoin, et c'est ce que dit Serge Boimard dans ses livres, et que plus un enfant aura été accompagné dans ses privations d'enfant, mieux il aura d'énergie, de curiosité et d'appétit pour découvrir le monde. Voilà, c'est pour ça que je mets ici ce mot frustration. Je passe à mon troisième trio, qui est celui qui est où quelquefois le diable se cache. C'est celui de la transgression. Donc elle nous fait davantage peur, cette transgression, qui serait à l'opposé de la morale, qui serait surtout à l'opposé de l'obéissance, des consignes d'obéissance, pas seulement pour les enfants, mais nous, adultes, de nous conformer à ce qu'attend la société, à ce qu'attend la famille, à ce qu'attend patati et patala. Et donc, il y a une tension maximum et il y a un danger, effectivement, encore là, d'être dans cette tentation de nous conformer, d'obéir, au lieu de développer en nous cette énergie de la contestation, de la protestation, du refus, etc. Alors j'ai mis 3 mots, procrastination d'abord, colère, agressivité, et ensuite le mot qui me semble celui qui est le moins bien accueilli quand je parle, qui est celui de mentir. Mais dans les 3 cas, double permission, je rappelle, et dans les 3 cas, aussi prêt à payer. Alors je commence par la procrastination. Pourquoi? Parce que c'est un mot, évidemment, qui est souvent confondu avec celui de sabotage, de paresse et d'autres comportements suspects, alors que j'aime vraiment dire, et je développe ça aussi dans l'abécédaire, que la procrastination est comparable à un funambule pour moi. C'est-à-dire que le funambule, il est celui qui nous met dans le stress. Il a pris un risque, cet homme, de marcher sur une corde. Et pour ma part, moi, je ne les regarde pas, je ne vais pas au cirque parce que ça me fait trop peur. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? Mais le funambule, j'ai aussi à lui reconnaître le mérite, le courage d'avoir appris quelque chose, de se faire confiance, peut-être de courir un risque, mais surtout de relever un défi dont il se sent capable de le relever. Et ça, donc, c'est à l'opposé de nous témoins, de nous spectateurs, de nous dans l'interrogation, et de nous, notamment pour la procrastination scolaire ou des choses comme ça, très tentés de porter un jugement défavorable sur des personnes qui ont trouvé une organisation du temps, une organisation de leur vie, qui leur permettent sans doute de faire des choses que moi, Aliette, je ne saurais pas faire, de multiplier le temps, de se permettre de faire à la dernière minute et de ne pas faire comme la bonne élève que j'ai été, de bien faire mes cours au fur et à mesure et de passer beaucoup trop de temps à réviser des choses, alors que celui qui relève le défi de la procrastination se donne le luxe de faire ça à l'économie. Donc, je pense que notre sévérité est juste proportionnelle à notre jalousie de voir ces personnes oser faire des choses qui ne sont pas dans le classique, qui ne sont pas dans les recommandations ni des profs ni des parents. Voilà pour la procrastination. Ensuite, j'ai mis bien sûr ce mot qui est tellement mal aimé dans notre culture, qui est tellement mal considéré, qui est tellement dénaturé, qui est celui de la colère. C'est la raison pour laquelle j'utilise le moins possible le mot colère qui est encore trop connoté que celui de agressivité, de protestation, parce que ces mots-là, ils nous sont nécessaires pour gagner en légitimité, de défendre le territoire, de défendre notre intégrité, de défendre nos idées, nos valeurs, etc., ce qui nous tient à cœur, de défendre notre cadre de référence,
parce que, faute d'avoir cette légitimité, nous avons deux risques. C'est celui qui est d'être envahi, d'être parasité, de disparaître et d'aller jusqu'aux portes de la dépression, encore une fois, ou de l'absence d'existence, donc d'une sorte de ramollissement. Ça, c'est un premier risque. L'autre risque, si je ne suis pas dans cette légitimité de protester et de dire non, c'est celui de basculer dans autre chose où ma foi, ça serait pas, ou plutôt ma conviction, c'est pas que mon salut passe par la défense de mon territoire, mais mon salut passerait par la destruction de celui de l'autre. Et là, ça s'appelle la violence. Et là, ça s'appelle l'abus de pouvoir. Et là, ça s'appelle priver l'autre, ça s'appelle tuer l'autre d'une façon symbolique ou réelle. Voilà, d'où cette importance de garder vivante en nous cette aptitude que nous avons eue à la naissance de tempêter, de crier, d'insister, de harceler pour maman, pour qu'elle me donne ce dont j'ai tellement besoin. Donc, réhabilitation évidemment de ce mot, et surtout grâce à la distinction donc, faite, que je fais ici, mais que je développe dans d'autres pages, surtout les méfaits des manipulations qui seraient le chantage, la menace, enfin voilà, tous ces mots, je crois que j'en avais trouvé une quarantaine, qui disent nos ruses pour obtenir ce que nous voulons, sans forcément être dans cette affirmation d'un territoire qui est le mien et dont j'ai la responsabilité de le protéger, de le nourrir ou d'y introduire qui je veux, mais pas sans mon accord. Je poursuis avec le troisième mot, qui est donc celui de mentir, et là ça fait suite à ce que je viens de dire à propos de manipulation. Le mensonge, c'est vraiment le mot qui fait sursauter les rangs, quand je l'introduis dans une conférence ou dans un propos, dans un colloque, comme si tout de suite il était connecté avec la morale, comme si on confondait à ce moment-là l'objectif de mentir, qui serait quelque chose de tout à fait bizarre, ça pourrait aller jusqu'à une pathologie d'un mensonge systémique, alors que moi je parle, et j'insiste sur le mensonge comme un outil de respect. Mentir est un outil précieux, comme tous les outils qui sont à notre service pour gagner en respect, en capacité à respecter l'école, les personnes, le temps, etc. Mentir suppose la double permission. Dans une situation délicate, avec du trouble, avec un enjeu d'empathie ou de potentielle violence, je suis seule responsable du choix que je fais, avec le risque de me tromper. Mais pour respecter cette personne, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je vais mentir? Mais le mensonge est un outil, il n'est rien d'autre qu'un outil. Il n'est pas structurant pour ma vie, il n'est pas la manipulation. Et je redis, au risque de me répéter évidemment, mentir, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux pour protéger quelqu'un ou me protéger, alors que manipuler, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux, pour obtenir de l'autre ce qu'il ne veut pas me donner ou pas me dire, etc. Donc c'est radicalement différent. Dans le premier cas, je suis déterminée à planter mon tipi dans cette priorité du respect, et de moi et des autres. Dans le deuxième cas, j'ai évidemment flirté avec une autre tentation qui peut quelquefois être légitime d'ailleurs. Hein. Je redis bien que dans les situations de désordre, j'ai toujours les 4 options. Soit je vais m'affirmer, soit je vais agresser dans les consignes que je donne là, soit je vais jouer, manipuler, etc. Mais c'est un choix que je fais, bien sûr, dans ces circonstances. Ou bien je vais fuir, et j'aime bien rajouter, chaque fois que je fuis, je dis non, je ne réponds pas, je le légende pour que ce soit dans le respect de l'autre qui existe pour moi et qui existe pour lui et qui a à être pris en considération. Voilà, donc dans ce cas, je parlais des injonctions, ensuite des drivers. Là, je parle de toutes ces supposées consignes morales, qu'il faudrait toujours dire la vérité, qu'il faudrait être dans la transparence, etc. Ça, bien sûr que nous avons à le remettre en question, et c'est ce qui me permet de revenir, évidemment, à ce cadre auquel je tiens beaucoup dans notre travail, c'est remettre en question, remettre en question. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a porté de poser là, et c'est bien sûr un peu excessif de parler des gros mots, mais j'espère qu'avec ces quelques
quelques indications, ces quelques spots que j'ai pu mettre. Vous voyez bien ce que je veux surtout souligner dans notre responsabilité de sortir des idées reçues, de sortir des croyances, des illusions qui auraient à voir avec une culture, un social, un familial, etc. Voilà, je nous souhaite vraiment de revenir au plaisir de cette enquête, au plaisir d'en parler aussi, au plaisir de comparer, au plaisir de déraciner quelques mauvaises herbes et au plaisir aussi de retrouver cette cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, et donc toujours avec le but du jeu qui est nous donner la permission de signer nos choix, de signer ce que nous faisons, de signer notre vie avec la satisfaction que je nous souhaite à chacun. À bientôt pour d'autres aventures. Pour cette transversale numéro 6, j'ai dû vivre la grande frustration de ne garder que 9 mots. Évidemment, ce sont 9 mots que je n'ai pas choisis de façon arbitraire par rapport à mon projet d'aujourd'hui. Je rappelle simplement l'existence d'un autre recueil qui est celui donc, de l'abécédaire auto-édité il y a maintenant 3 ans, des mots dans le mouvement de la vie, que je vous invite à aller consulter. Il a le mérite de pouvoir se lire page par page. Il y a donc l'index alphabétique avec tous ces mots que vous m'entendez rappeler, auxquels je veux redonner du sens ou que je veux mettre sous un bon éclairage, et quelquefois des mots dont je tords le cou sans vergogne. Voilà, je vous invite à le revisiter, à le pratiquer et à vous en servir pour, encore une fois, grandir en liberté de penser et d'agir. Voilà. Évidemment, vous allez retrouver cet ouvrage sur le site et vous pouvez soit le commander sur le site, soit me le demander et je peux l'envoyer très bravement aussi si vous en avez fait le choix.